Nous sommes toujours le 24 décembre 2019 et je vais entretenir les personnes spécialistes du nucléaire et Serge Rader, Montarini et Gatti. Alors voici, la vidéo s'intitule « Le mystère des nanoparticules ». Le mystère, j'ai mis un S, mais bon, peu importe, des nanoparticules percées, je répète, le mystère des nanoparticules percées, document émanant de mon ami, je ne le cite pas, PS, reconnu spécialiste du nucléaire en Italie notamment, élève de Maurice Gène André, spécialiste en Belgique, hélas décédé. Document à visionner par, en particulier, Serge Rader, pharmacien, et les docteurs Stefano Montarini et Antonietta Gatti. Vos nanoparticules, lors de vos expériences avec votre microscope électronique, ne seraient-elles pas radioactives? Moi, je me suis posé sottement la question, mais je ne suis pas sûr d'avoir tort. Comparaison culinaire et la préparation d'une bombe. Je prépare Montarini, Gatti et Rader. On souhaite cuire 57 grammes de riz plutonigène. Il nous faudra obligatoirement mettre 6 kilos de riz dans la casserole, sinon les 57 grammes ne cuiront jamais. Je fais un parallèle avec la préparation de la bombe, n'est-ce pas? Bon. On ne peut agir autrement que de mettre plus de riz pour cuire les 57 grammes. Vous me suivez? Impossible de descendre au-dessous de 6 kilos. Avec ces 6 kilos, si nous sommes peu doués en cuisine atomique, nous pourrons cuire jusqu'à environ 600 grammes de riz, ou 1080, si nous sommes, ou si l'on est, un sacré tripoteur de bombes. Au-dessus de 600 grammes à cuire, les petits chefs devront mettre 10 fois plus de riz, et au-dessus de 1080 grammes, les grands chefs devront eux mettre 5 fois et demi plus de riz. Tout ceci pour dire et faire comprendre au commun des mortels que petits et grands chefs jettent beaucoup de riz dans la nature. Abondance de radioactivité, donc, de nanoparticules, n'est-ce pas? Vous me suivez? Le poids des charges nucléaires est moins un secret militaire mondial jalousement gardé qu'un sujet banni de la science afin de taire l'épouvantable radioactivité du plutonium non consommé, disséminé lors des explosions atomiques et, évidemment, taisons les conséquences sanitaires et génétiques universelles et éternelles de ces retombées atomiques qui flottent et colonisent l'atmosphère. Totalement ignoré par la littérature nucléaire, ce serait un secret de polichinelle qui se perce pourtant avec une analyse logique. Il est en effet de notoriété publique qu'un dispositif atomique ne fonctionne qu'en surcharge de matière fissile. Vous me suivez? La dite masse critique, et en même temps qu'au plus, 18% de la masse fissile embarquée fissionne. Rappelez-vous-en. Il faut au moins 6 kilos de plutonium pour faire une bombe, jusqu'à égaler la bombe de Nagasaki. Ne pouvant fissionner jamais plus que 18% des atomes présents, il faut ainsi embarquer un surplus fissile proportionnel à la puissance recherchée. Surplus hautement toxique qui se verra fatalement répandu dans le milieu sous forme de microparticules flottantes et respirées
pour des siècles et des siècles, autant par le public que les francs-maçons ou que cette bande de dingues qui veulent nous sacrifier. Un dispositif atomique est en définitive borné par le bas par une quantité minimale de matière fissile, sans laquelle la réaction en chaîne divergente ne s'entretient pas. Et par le haut, par un plafond de rendement de cette divergence qui s'arrête lorsque 18% des atomes fissiles disponibles ont été fissionnés. De ce constat logique, navrant, l'inconscience des hommes découle implacablement que des dizaines de tonnes de plutonium fractionnées en nanoparticules, toujours en circulation aérienne, ont colonisé l'atmosphère, même celui des francs-macs, à la suite des essais atomiques dont 95 millions de tonnes ont justement été accomplis avec des charges au plutonium 239, le plus redoutable poison radiotoxique jamais industriellement produit par l'homme. Alors, je conclus, mes chers trois chercheurs, à vous de jouer.